Bonjour à toutes et à tous, donc nous voici dans cette vidéo où je vais vous montrer les collections dans Scala. Donc c'est la dernière vidéo dans ce chapitre de Scala avant de passer sur les RDD. Donc on va voir les collections et ensuite je vais vous montrer comment on manipule les collections dans Scala. Donc c'est quoi les collections? C'est tout simplement une syntaxe compacte pour les tableaux, les listes, qu'on a déjà vu précédemment dans quelques exemples. Et donc il y a le set et le map également, et il y en a d'autres. Donc je vais vous montrer quand même le set et le map. Ensuite, ils sont inférences de type, c'est-à-dire que par exemple, il n'est pas souvent nécessaire dans ce cas-là de spécifier le type d'une variable, car le compilateur peut en déduire le type à partir de l'expression d'initialisation de la variable. Donc de même pour les types de retour des méthodes. Et donc c'est des versions mutables et immutables. Concernant la manipulation des collections, on a un grand choix de fonctions. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite, ils sont consistants sur l'ensemble des collections, comme par exemple le for each, le map, le filter, partition, find, fold, reduce, etc. Donc sans trop tarder, je vais vous montrer quelques exemples. Donc on va voir ensemble le set. Donc je vais déclarer une variable fruit de type val. Donc avec un set qui est une collection comme les listes, les tableaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le set, c'est une collection itérable qui ne contient aucun élément en double. Et donc on peut la rendre mutable et immutable comme on veut, selon le cas qu'on utilise. Donc là vous allez voir l'exemple. Donc par exemple là je vais mettre pomme. C'est une collection qu'on a dit. Donc là j'ajoute orange par exemple. Ensuite banane. Voilà, donc regardez la déclaration, comment elle va s'effectuer. Donc il me dit que la variable fruit est de type Scala collection immutable set en string. Donc il a bien déduit le type sans que je le précise. Et donc voilà, il m'a sorti ma collection. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand je fais appel à la variable fruit, je peux mettre point, tabulation, et regardez, donc là je sors toutes les méthodes que je peux appliquer, toutes les fonctions que je peux appliquer à ma variable. Donc il y en a vachement beaucoup, on va pas tous les voir non plus. Donc on peut par exemple voir size. Voilà, donc on est sur 3 éléments et donc il y en a pas mal. On va voir encore comment on peut par exemple ajouter à cette collection un autre élément par exemple. Ça on peut le faire. On peut également utiliser comme vous voyez, donc si j'écris fruit par exemple et je veux savoir si la valeur pomme existe, je peux faire juste ça, et donc là il me dit que true. Donc je peux très bien l'utiliser en tant qu'en condition, etc. Si j'écris par exemple je sais pas, hein, poire, donc là il va me dire c'est false, on l'a pas. Donc si je veux par exemple ajouter l'élément poire à ma variable, je peux écrire fruit. Donc j'ai deux façons de l'écrire, donc ou bien je fais plus égale fruit plus, pardon, si je fais ça, donc ça revient, je vais vous montrer à quoi ça revient tout à l'heure. Donc j'écris fruit tout simplement et j'ajoute poire. Donc si je fais ça, donc là il me dit que qu'on a une erreur tout simplement. Donc oui, effectivement, donc il refuse parce que tout simplement j'ai déclaré fruit avec un val. Donc pour vous montrer le cas, donc je vais essayer de refaire la même chose avec une variable fruit 2 par exemple. Donc là je vais mettre var. Voilà, donc je peux très bien cette fois-ci ajouter mon élément poire à fruit 2. Voilà, donc si on écrit fruit 2, on va voir ma collection avec mon élément poire qui s'est ajouté. Donc on peut très bien également l'enlever en écrivant moins à la place de plus, tout simplement, pour le supprimer.
Voilà. Donc là, si je regarde fruit 2, j'ai plus mon élément poire. En plus, si jamais je souhaite ajouter un élément qui existe, donc comme on a dit, donc il ne permet pas d'ajouter des doublons. Donc là, si je fais par exemple orange, une deuxième fois, donc il ne râle pas. Par contre, si je regarde, on a orange qu'une seule fois. Donc voilà par rapport à la collection 7. Donc au fur et à mesure qu'on déroulait l'exercice, donc vous avez vu que par rapport à l'immutabilité, on peut très bien la modifier. Donc là on était en mode immutable, mais avec une déclaration de type var, donc il nous est possible de modifier les collections. Voilà. Donc voilà pour cet exemple. Donc là je vais vous montrer un autre exemple. Donc on va faire un petit nettoyage rapidement. Donc on va prendre un exemple simple pour que je vous montre ce cas. Donc je déclare en var cette fois-ci une variable s de ma collection 7 et je mets dedans par exemple 1, 2 et 3. Donc regardez bien la définition, comment ça se passe. Donc on a le package Scala collection immutable 7 de int. Donc là, si je veux par exemple modifier ma variable s, donc j'ai le droit. Parce que tout simplement, même si elle est immutable, je l'ai bien déclaré en var. Donc là, si on fait, par exemple, si on souhaite ajouter un autre élément, donc on va faire plus. Donc ça revient au même, hein, le fait d'écrire plus est égal à quelque chose. Donc ça revient au même que si on écrivait s est égal à s, pardon, plus, et donc on ajoute un autre élément, par exemple l'élément 4. Voilà, donc on voit bien ici qu'on a ajouté l'élément 4 à notre collection 7. Donc là, regardez maintenant, je peux faire tout simplement une déclaration du type val, mais cette fois-ci, je peux très bien préciser. Donc on va mettre s2 est égal, mais cette fois-ci, je vais lui dire que je vais la déclarer dans le package scala.collection, mais cette fois-ci, j'ajoute, pardon, on peut directement mettre collection, hein. Et donc là, on peut mettre mutable, comme ceci. Et j'ajoute un 7, ma collection 7, et je mets 1, 2, 3 par exemple. Donc si je fais ça, même si je l'ai déclaré val, je l'ai rendu mutable. C'est-à-dire si je fais S2, par exemple, on va dire plus égal, et on ajoute 4, donc ça marche. Voilà pour cet exemple. Donc on peut très bien les rendre mutables et immutables comme on a dit. Maintenant donc je vais passer à vous montrer la collection map. Donc la collection map, c'est tout simplement une collection composée de paires clés-valeurs, donc également nommée mapping ou association. Donc on va voir un exemple très simple, on va pas tarder là-dessus. Donc si je fais par exemple donc val m est égal map donc on écrit 1-6 supérieur, par exemple on va dire Paris, donc en identifiant 1 de Paris par exemple, 2 pour Toulouse, on ajoute par exemple, bon, on va s'arrêter là, donc là, voilà, donc il a déclaré ma collection map. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'écrire ça, ça revient exactement que si j'avais écrit ça. 1 Paris entre parenthèses, donc c'est quasiment la même chose, hein. 2 Toulouse, etc. Donc c'est à chaque fois on a une clé valeur, etc. Donc là je vais vous faire un petit exemple. Donc on peut très bien faire un M et tout simplement la convertir en liste. Donc si je fais juste ça, voilà, donc on voit bien qu'il a modifié en collection liste avec un int string. Il a gardé le type intérieur, par contre il a changé le type
le nom le type de la collection. Donc là, on est sur du list maintenant. Et voilà, si vous regardez ici, donc on a bien une liste de clés-valeurs à chaque fois. Donc on peut très bien également reprendre la liste qui est ici et la modifier en map. Par exemple, alors, quand vous voyez ça, le reste 11, par exemple, comme j'ai pas défini de variable, donc j'ai directement appelé ma variable m avec la fonction toList, il déclare des variables par défaut. Donc ici, en fait, dans rest 11, il contient tout ça. C'est une variable de type list avec un int, string et avec les éléments suivants. Donc je peux très bien faire res11.toMap. toMap. Et là, je retourne à ce que j'avais au début. Donc je l'ai bien converti en collection map. Voilà pour cet exemple. Donc on a fait un petit peu le tour de certaines fonctionnalités de Scala. Donc le but dans cette formation, c'est pas vraiment de faire du Scala de A à Z. Il va y avoir sur la plateforme d'Alform plus tard une formation Scala que je vais faire moi-même. Et donc là pour le moment, je vous ai montré quand même l'essentiel pour qu'on puisse suivre la formation ensemble avec un minimum de prérequis du langage Scala. Voilà, donc là on arrive à la fin de ce chapitre de Scala. Et donc le prochain chapitre, donc on va attaquer les RDD. Vous allez voir, c'est un sujet qui est très très intéressant. Et on va commencer à rentrer maintenant dans Apache Spark. Voilà par rapport à cette présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.